En 48 heures, tout a changé. Ibrahim Traoré, sans fanfare, a orchestré une transformation radicale du Sahel. Unis par la douleur, les pays du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont lancé une opération militaire sans précédent. Pas de promesses internationales, pas de troupes étrangères, seulement des décisions locales unifiées par un seul nom, Ibrahim Traoré. La guerre du Sahel ne se raconte plus, elle se redéfinit. Mais comment une simple alliance a-t-elle pu bouleverser des décennies de dépendance ? La réponse réside dans cette première victoire, un tournant historique. Ibrahim Traoré a prouvé qu'une région en guerre pouvait, à sa manière, écrire son propre futur. La situation au Sahel semblait sans issue. Des décennies de conflits, d'interventions étrangères et de promesses brisées avaient laissé une région dévastée, les populations piégées dans un cycle de dépendance. Mais ce qui s'est joué en octobre 2025 a réécrit le script. Ibrahim Traoré, leader discret mais déterminé, a lancé une opération conjointe entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rompant avec la tradition des missions internationales. Cette initiative audacieuse et localisée a mis en lumière une réalité longtemps ignorée. Les pays du Sahel peuvent défendre leurs terres sans aide extérieure. Le pari était risqué, mais la récompense était immense. Si cette approche réussit, elle pourrait devenir le modèle pour toute l'Afrique. Mais si elle échoue, elle marquerait un échec cinglant et une nouvelle fracture dans l'histoire du continent. Pour Traoré et ses alliés, il n'y avait pas de retour en arrière. Le premier choc est venu d'une opération militaire sans précédent. En l'espace de 48 heures, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont lancé une offensive coordonnée, sans l'aide de conseillers étrangers ni de satellites militaires. Ce n'était pas simplement une offensive militaire, mais un tournant historique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un jeune leader formé sur le terrain, des bases qui étaient autrefois divisées par des lignes de front se sont unies, partageant non seulement des ressources, mais aussi des rêves communs. La rapidité de l'attaque et la synchronisation des forces sur le terrain ont bouleversé les attentes. En à peine 2 jours, le Sahel n'avait pas seulement fait face à un changement militaire, il avait amorcé une nouvelle ère de souveraineté régionale. Les experts étaient abasourdis. Les observateurs internationaux se demandaient comment un tel exploit avait pu se produire sans l'aide des puissances étrangères. Le secret résidait dans cette unité africaine qui se forgeait, non par la promesse d'une stabilité imposée de l'extérieur, mais par un engagement local profond. Au cœur de cette révolution, Ibrahim Traoré se distingue non seulement par son ascension rapide, mais aussi par sa méthode. Contrairement à d'autres leaders, il n'a pas cherché à imposer des solutions venues, d'ailleurs, mais à fédérer autour d'une vision commune, pragmatique et résolument locale. Lors des premières réunions, à Ouagadougou, Bamako et Niamey, les officiers sahéliens ont cessé de chercher des réponses extérieures. Ils ont créé une coordination sans précédent, unissant les 3 pays dans un même but, prendre en main leur propre destin. Les premiers signes de succès ont été immédiats. Les forces armées sahéliennes ont fait preuve d'une agilité et d'une réactivité jamais vues auparavant. À Dori, une petite ville du Burkina Faso, les soldats se préparaient non pour une mission étrangère, mais pour une cause propre. Sur le terrain, la pression de l'incertitude était palpable, mais sous le commandement de Traoré, un calme étonnant s'est installé. Le Sahel ne réagissait plus seulement à la guerre, il la redéfinissait. En quelques jours, la guerre était devenue une affaire locale et chaque mouvement militaire portait l'empreinte de cette nouvelle indépendance. Traoré avait choisi de ne pas se contenter des anciennes promesses de paix, il a préféré se tourner vers une solution qui venait de l'intérieur, loin des tutelles étrangères. L'opération a été lancée dans un silence tendu, mais les résultats ont été immédiats et percutants. Le Sahel, longtemps dominé par des interventions extérieures, a désormais pris les choses en main. Le 4 octobre 2025, en l'espace de quelques heures, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont frappé avec une précision saisissante. Aucun appui international, aucune intervention extérieure. Seulement des drones fabriqués localement, des communications cryptées et une coordination parfaitement orchestrée. Le feu a été ouvert à 3h40, les premières salves ont frappé les positions ennemies, et en quelques heures, la mobilité des groupes terroristes s'est effondrée. Ce n'était pas juste un changement de tactique, c'était un changement de logique. Les frappes étaient ciblées, les blindés se déplaçaient sans interférence extérieure, et les forces sahéliennes agissaient
avec une cohésion inédite. À midi, les premiers rapports se sont tombés. La mobilité des ennemis était paralysée. Les zones de conflit, autrefois instables, étaient en train d'être sécurisées. En quelques jours, des centaines de kilomètres de terrain ont été reconquis. Et la population déplacée a commencé à revenir. En nombre. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était la démonstration que l'Afrique pouvait se défendre, se réorganiser et reprendre le contrôle sur ses propres affaires. Ibrahim Traoré n'a pas seulement donné un ordre militaire, il a donné un sens à cette opération. La guerre n'était plus une réaction, elle devenait un acte de souveraineté. Pour les observateurs, ce n'était pas un simple conflit, c'était la naissance d'une nouvelle ère pour le Sahel. Un Sahel qui ne cherchait plus à se défendre en fonction des dictées extérieures, mais selon sa propre réalité. Les chiffres ont rapidement révélé l'ampleur de cette transformation. En moins d'une semaine, 75% du corridor Tindiban-Arbinda, une zone stratégiquement vitale du Burkina Faso, avait été sécurisé, un résultat bien supérieur aux attentes, comparé aux opérations précédentes menées par des forces internationales. L'offensive sahélienne, dirigée par Ibrahim Traoré, a non seulement récupéré un territoire vaste, mais a aussi permis de réduire de manière significative les pertes civiles. Avant l'opération, la région comptait plus de 2,5 millions de déplacés. Après l'attaque, dans les zones libérées, les flux de déplacés ont diminué de 8% par jour, une tendance qui a continué à se confirmer au fur et à mesure des jours suivants. Un autre chiffre frappant a été le coût logistique de l'opération. Les militaires sahéliens ont réussi à mener cette offensive à un coût inférieur de 40% par kilomètre par rapport aux missions internationales précédentes. Ce ratio n'était pas seulement un succès tactique, il symbolisait une nouvelle approche, celle d'une guerre menée de manière autonome, efficace et adaptée aux réalités locales. Les trois chiffres clés, la sécurisation du territoire, la diminution des déplacés et la réduction des coûts logistiques, ont tous démontré que cette offensive n'était pas un coup de chance, mais bien le fruit d'une coordination méticuleuse et d'une vision commune incarnée par Ibrahim Traoré. Le modèle qui s'est mis en place a prouvé que l'autonomie militaire du Sahel n'était pas une utopie. C'était désormais une réalité mesurable. L'Alliance du Sahel n'a pas seulement été une réussite militaire, elle a également mis en lumière deux visions opposées de l'avenir de la région. D'un côté, il y avait ceux qui pensaient que cette victoire n'était qu'un sursaut temporaire, une réaction face à la fatigue accumulée par des décennies d'interventions étrangères, une solution de circonstances qui s'effondrerait sans l'appui extérieur. Pour ces sceptiques, la réalité de la dépendance du Sahel à l'aide internationale ne pouvait être remise en question aussi facilement. Ils citaient le manque de ressources, les sanctions économiques et les pressions politiques externes comme des obstacles insurmontables. Ces analystes mettaient en garde contre un optimisme trop rapide, soulignant qu'après le retrait des troupes étrangères, la région risquait de se retrouver à nouveau dans un vide de pouvoir. De l'autre côté, ceux qui soutiennent la vision de Ibrahim Traoré et des officiers sahéliens croyaient fermement que cette victoire était bien plus qu'un simple coup de chance ou un acte isolé. Pour eux, l'autonomie militaire du Sahel n'était pas une solution temporaire, mais un modèle de souveraineté durable. Ils soutiennent que cette offensive a démontré qu'une coordination régionale bien pensée, soutenue par une mobilisation locale, pouvait non seulement rivaliser avec les interventions étrangères, mais les surpasser. Ce groupe voyait dans l'Alliance du Sahel un tournant historique, une opportunité pour d'autres régions d'Afrique de se réapproprier leur sécurité et leur gouvernance sans devoir dépendre des puissances extérieures. Les partisans de cette vision soulignent l'efficacité des drones locaux, la réduction des pertes civiles et le contrôle territorial rapide comme des preuves que la solution sahélienne était viable à long terme. Ils pointaient également le message de Traoré sur la nécessité de s'affranchir des modèles extérieurs. Si nous pouvons partager la douleur, nous pouvons partager le commandement. Ces mots, prononcés par un homme formé sur le terrain, incarnaient une vision plus large, celle d'une Afrique capable de se gouverner seule. Cependant, même parmi les défenseurs de cette vision, certains admettent que la route est semée d'embûches. Les défis sont nombreux, que ce soit en matière de ressources, d'infrastructures ou d'unité politique entre les pays du Sahel. Pourtant, ce qui a été prouvé sur le terrain au mois d'octobre 2025, c'est qu'un autre avenir est possible. Un avenir où le Sahel pourrait non seulement se défendre,
mais aussi s'imposer comme un modèle de gouvernance autonome fondé sur la coopération régionale et l'ingéniosité locale. Le tournant décisif est survenu lorsque les premières salves ont frappé. À ce moment-là, tout le Sahel a pris conscience que ce n'était pas seulement une bataille militaire, mais le début d'une révolution silencieuse. En quelques heures, les rapports de terrain ont révélé des chiffres qui, jusqu'à ce jour, semblaient impensables. Des zones vastes, autrefois imprenables, étaient désormais sous contrôle, et les groupes armés, qui terrorisaient la région depuis des années, étaient désorganisés et en retraite. L'Alliance du Sahel avait réussi à faire ce que des décennies d'interventions étrangères n'avaient pas pu accomplir, prendre le contrôle, non pas avec des promesses d'assistance, mais avec une volonté de faire et une stratégie locale. À ce moment charnière, la question que tous se posaient était comment cela a-t-il été possible ? Comment une région, souvent perçue comme un terrain de défaite, avait-elle pu retourner la situation en si peu de temps ? La réponse n'était pas simplement dans l'exécution militaire, mais dans la manière dont le Sahel a redéfini ses priorités. Le modèle ne reposait pas sur l'interconnexion avec des puissances extérieures, mais sur l'unité interne. Chaque mouvement, chaque décision, chaque frappe avait été dictée par une compréhension intime du terrain, des défis et des réalités locales. Ibrahim Traoré, le visage de cette transformation, a gardé une approche pragmatique. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance internationale. Ce qu'il voulait, c'était prouver que l'Afrique pouvait réussir sans les solutions importées. Sous sa direction, l'objectif était clair, créer une réponse adaptée aux besoins réels du Sahel et non aux dictats des puissances extérieures. Ces frappes étaient précises, non seulement en raison de la technologie utilisée, mais aussi grâce à la maîtrise parfaite du contexte local. C'était une guerre qui se jouait non sur un terrain d'idées abstraites, mais dans la poussière chaude du Sahel, là où la réalité se rencontre brutalement avec les ambitions. Ce changement de paradigme allait bien au-delà de la simple victoire militaire. Il s'agissait de remettre en question des décennies de dépendance et de reconstruire une identité régionale. Et alors que les premiers signes de cette nouvelle ère apparaissaient, la question suivante devenait de plus en plus pressante. Ce modèle pouvait-il être reproduit ailleurs en Afrique ? Les conséquences de cette offensive n'ont pas tardé à se manifester, et elles ont été bien plus profondes qu'un simple gain territorial. En l'espace de quelques semaines, le Sahel a vu des changements concrets dans sa vie quotidienne. D'un côté, la sécurité retrouvée dans les zones récemment libérées a permis à des centaines de milliers de déplacés de revenir chez eux. Les villages autrefois désertés ont recommencé à se remplir et la vie, bien qu'encore fragile, a recommencé à s'organiser. La promesse de reconstruction, après des années de souffrance, devenait enfin tangible. Le mouvement de retour des populations, mesuré à 8% de diminution des déplacés par jour dans les zones sécurisées, a démontré que l'espoir pouvait renaître là où la guerre semblait interminable. Mais les effets n'étaient pas seulement visibles sur le terrain. Ibrahim Traoré et ses alliés ont y introduit un modèle qui a commencé à influencer les décisions économiques et politiques du Sahel. Là où la dépendance aux aides internationales dictait auparavant les échanges, la région a commencé à se réorganiser autour de ses propres ressources et de ses propres capacités. Les échanges commerciaux, bien que modestes, ont augmenté de 30% dans les zones sous contrôle. Les routes, autrefois bouclées par des groupes armés, étaient désormais sécurisées, permettant aux marchandises et aux services de circuler à nouveau. L'économie, longtemps paralysée par l'instabilité, a montré les premiers signes d'une reprise. L'aspect le plus frappant de ces changements a été le développement de ce que certains appellent la capacité endogène, la capacité du Sahel à se redresser de manière autonome. Les drones, fabriqués localement, les réseaux cryptés, développés par des ingénieurs maliens, et la coordination des forces sahéliennes sans dépendance extérieure ont prouvé que l'Afrique pouvait se défendre avec des solutions créées sur place. Cette réalité a envoyé un message puissant non seulement aux pays voisins, mais à tout le continent. Le Sahel, loin d'être un terrain de perdants, devenait un laboratoire de souveraineté. Cependant, les défis demeuraient. Le manque d'infrastructures suffisantes, la nécessité de réconcilier des forces politiques internes parfois rivales, et la question des sanctions économiques extérieures qui se profilent en raison de l'autonomie croissante de la région sont autant de défis à relever. Mais ce qui était désormais clair, c'était que le Sahel ne serait plus
à la merci d'une aide extérieure qui ne venait jamais à temps. Au contraire, il avait montré que même dans un désert de souffrance et de guerre, des graines de résilience pouvaient germer. Les observateurs internationaux commençaient à réaliser que la région, longtemps considérée comme le ventre mou de l'Afrique, pouvait bien devenir un modèle de résilience et de gouvernance régionale. À court terme, la consolidation de la victoire semblait le scénario le plus probable. Les forces sahéliennes, galvanisées par leur succès initial, devaient maintenant s'assurer que les gains militaires ne soient pas perdus. La priorité était de maintenir la sécurité sur les zones récemment libérées, tout en consolidant les structures de gouvernance locale. Le défi résidait dans l'intégration de ces territoires sous contrôle dans une administration cohérente, capable de répondre aux besoins urgents des populations, notamment en matière de services de base, de réhabilitation des infrastructures et de retour à la vie civile. L'Alliance du Sahel devrait également renforcer ses capacités logistiques pour soutenir une économie fragile tout en évitant de se laisser entraîner dans de nouvelles dépendances, qu'elles soient politiques ou économiques. Si ce scénario de consolidation est mené à bien, il offrirait une stabilité relative à la région, mais avec des défis constants pour maintenir l'unité et l'efficacité au sein de l'Alliance. Le scénario optimiste, quant à lui, envisageait une véritable transformation structurelle. Si la dynamique actuelle pouvait être maintenue, le Sahel pourrait bien amorcer un tournant stratégique plus large. Les pays membres de l'Alliance du Sahel pourraient s'armer de créer des partenariats renforcés, développer des infrastructures régionales communes et étendre le modèle de coopération à d'autres secteurs au-delà de la sécurité. Cette transformation structurelle offrirait une possibilité d'intégration économique et politique, réduisant ainsi la vulnérabilité de la région face aux influences extérieures. À terme, cela pourrait transformer le Sahel en un modèle de coopération panafricaine où les nations africaines se gouverneraient et se défendraient ensemble, réduisant la dépendance aux puissances mondiales. Cependant, le scénario critique ne pouvait pas être ignoré. Les tensions internes, liées aux divergences politiques ou aux rivalités entre les pays de l'Alliance, pourraient affaiblir l'unité. En outre, les sanctions économiques ou les pressions internationales qui se manifesteraient face à cette autonomie croissante risquaient de déstabiliser la région. La guerre des récits serait alors le principal champ de bataille. Comment l'Alliance du Sahel pourrait-elle légitimer son indépendance face à un monde extérieur réticent à accepter cette nouvelle dynamique ? Si l'unité sahélienne se fissurait sous la pression, il est possible que la région retourne à des schémas de gouvernance fragmentés et que la dépendance à l'aide étrangère, même sous une forme moins directe, se fasse de nouveau sentir. Dans ces trois scénarios, le facteur clé reste la persévérance. Loin de la rupture pure et simple, la véritable liberté du Sahel résiderait dans sa capacité à naviguer entre ces défis, à intégrer les leçons apprises et à transformer ce moment historique en un processus durable. Comme Ibrahim Traoré l'a si bien résumé, la prochaine bataille n'est pas contre des hommes, mais contre le doute. C'est cette lutte intérieure pour prouver la durabilité du modèle qui déterminera l'avenir du Sahel. Le récit du Sahel, longtemps perçu comme un épicentre de souffrance et de désespoir, avait pris une tournure nouvelle. En dehors des salles de commandement et des centres de décision politique, les populations sahéliennes commençaient à voir les fruits tangibles de leur lutte. Dans les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey, une nouvelle forme de solidarité prenait racine. Les familles, qui avaient vécu sous l'ombre constante de la guerre et du déplacement, se retrouvaient dans leur foyer, redécouvrant un semblant de normalité. Cette normalité, certes fragile, portait en elle une promesse, celle que la victoire sur la terreur ne serait pas juste une victoire militaire, mais un retournement existentiel. Le Sahel, longtemps coincé entre l'espoir et la résignation, semblait sur le point de redéfinir son propre futur. Pour les jeunes générations qui avaient grandi en étant témoins de conflits interminables, cette victoire représentait bien plus qu'une simple récupération de territoire. Elle symbolisait un changement radical dans la manière dont l'histoire était écrite. Les voix des anciens, souvent étouffées par les récits des puissances extérieures, commençaient à retrouver un écho. Les populations, qui avaient enduré des décennies de promesses non tenues, pouvaient désormais espérer que l'avenir soit façonné de l'intérieur, selon leurs besoins
et leur réalité. Ce changement de mentalité, porté par l'exemple d'Ibrahim Traoré, offrait une vision d'un avenir où l'autodétermination était à la fois un droit et une responsabilité. Et, au-delà du Sahel, cette histoire résonnait aussi comme un appel à l'ensemble du continent africain. Le message était clair. La souveraineté n'est pas un privilège accordé par les puissances extérieures, mais une réalité qui peut être construite sur le terrain, avec les ressources et la détermination de ceux qui y vivent. Pour les autres pays africains, le Sahel devenait un miroir, celui de la possibilité d'un autre avenir. Si le Sahel pouvait se relever et se défendre par lui-même, pourquoi pas les autres régions du continent ? La question se posait maintenant sur les lèvres de tous ceux qui rêvaient d'un avenir où l'Afrique serait le principal architecte de son propre destin. Dans cette dynamique de transformation, chaque petite victoire, chaque retour de famille dans son village, chaque enfant retournant à l'école, devenait un acte de résistance à l'histoire imposée. Ibrahim Traoré et ses alliés ne cherchaient pas à se donner des airs de héros. Leur victoire, aussi pragmatique qu'elle fut, était avant tout une victoire pour les populations. C'était un message adressé à tous ceux qui doutaient que le Sahel puisse se relever. L'avenir n'était plus entre les mains d'autres, mais dans celles de ceux qui étaient prêts à le façonner eux-mêmes. À l'aube de cette nouvelle ère, le Sahel se retrouvait face à un choix déterminant. Comment transformer cette victoire militaire en un projet de gouvernance durable ? Pour Ibrahim Traoré et ses alliés, il ne s'agissait pas simplement de regagner du terrain, mais de créer les fondations d'une souveraineté véritablement locale. Le processus de reconstruction serait long et complexe, mais il existait désormais une feuille de route claire. Les 5 axes définis par Traoré dans les semaines suivant l'opération de Tindiban étaient une synthèse pragmatique de ce qu'il croyait être les piliers nécessaires à la transformation du Sahel. Le premier axe était celui de la sécurité endogène. Dans un contexte où les interventions extérieures s'étaient avérées inefficaces, la priorité était de renforcer l'autonomie à des forces locales. Chaque bataillon devait être formé non seulement à la gestion des conflits, mais aussi à l'autosuffisance logistique, garantissant que le Sahel n'aurait plus jamais à dépendre des ravitaillements extérieurs. L'idée était de bâtir une armée sahélienne capable de répondre à ses propres besoins sans compromission. Le deuxième axe portait sur la reconstruction civique. Il ne suffisait pas de reprendre le contrôle des territoires, il fallait les réinvestir. Cela passait par la réouverture des écoles, la reconstruction des hôpitaux et la réhabilitation des infrastructures vitales pour la population. Traoré et ses alliés comprenaient que la souveraineté ne se mesurait pas uniquement par la sécurité ou l'économie, mais aussi par le renforcement du tissu social et la réinsertion des populations dans des structures locales solides. Le troisième axe était l'économie de terrain. Ce concept visait à transformer les anciennes zones de conflit en moteurs de développement. Les champs de bataille pouvaient devenir des zones agricoles, créant ainsi un nouveau modèle de développement durable. En réintégrant ces terres dans un processus de production, le Sahel pouvait réduire sa dépendance à l'égard des aides internationales et commencer à bâtir une économie résiliente et locale. Le quatrième axe était celui de l'intégration régionale. Le Sahel ne pouvait pas réussir seul. Pour cela, il fallait une harmonisation des infrastructures énergétique mais numérique entre les pays de l'Alliance du Sahel, de manière à renforcer la connectivité et l'interdépendance régionale. Cette coopération au-delà de la sécurité permettrait à la région de s'unir autour d'une vision commune et de se libérer des influences extérieures. Enfin, le cinquième axe mettait l'accent sur la mémoire collective. Une partie intégrante du processus de reconstruction résidait dans le devoir de mémoire. Les récits des habitants du Sahel, ceux qui avaient vécu la guerre, devraient être collectés, préservés et partagés pour ne jamais oublier les sacrifices consentis. Un musée du Sahel, une documentation des témoignages et des histoires individuelles, constituerait non seulement un symbole de résilience, mais aussi un outil pour l'avenir, afin de transmettre aux générations futures l'importance de la lutte pour leur souveraineté. Cette feuille de route n'était pas une promesse vide. Chaque axe avait un acteur assigné, un calendrier précis et des indicateurs mesurables.
L'Alliance du Sahel savait qu'aucune avancée ne serait durable sans une approche systématique et planifiée. Les progrès seraient mesurés non pas en termes de budget, mais en termes de cohésion sociale, de progrès économique et de stabilité sécuritaire. Le Sahel ne se contenterait pas d'être un terrain de guerre passé, il deviendrait un exemple de transformation, un modèle pour un continent tout entier. Le Sahel, qui avait longtemps été perçu comme une région perdue, s'était redéfini. Ibrahim Traoré et ses alliés avaient montré que la guerre ne se gagnait pas seulement par la force, mais par la résilience et la solidarité. Ce qui semblait une fin n'était en réalité qu'un commencement d'espoir pour des millions de personnes, un commencement d'autodétermination pour tout un continent. Les terres, les vies et l'histoire se reconstruisaient ensemble, chaque petit geste de résilience devenant un acte de résistance contre l'oppression du passé. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, était devenu le symbole d'un Sahel qui se levait, fier et indépendant. L'Afrique, enfin libre de ses chaînes historiques, se redécouvrait dans une lumière nouvelle. Ce n'était pas un appel à l'exaltation, mais à la réflexion. Si le Sahel pouvait, pourquoi pas le reste du continent ? Les peuples d'Afrique doivent se lever ensemble et écrire leur propre futur. Le Sahel, par sa lutte et sa victoire, a montré la voie. Il est temps de repenser les frontières et de redéfinir le destin. Que cette histoire inspire ceux qui croient encore que les rêves collectifs peuvent triompher de l'adversité. Parce que, quand une région se redresse, c'est toute l'humanité qui respire un peu mieux.